C'est le coup tordu. Le coup tordu, ici, ça parle vélo. Hein. Le coup tordu, vous connaissez le coup tordu, c'est le podcast des passionnés. Pour les passionnés, on se retrouve pour un double épisode. Alors, 2 épisodes assez courts. On va aller à l'essentiel, mais on va vous faire 2 previews et vous donner nos pronostics déjà pour le Grand Prix E3 qui a lieu ce vendredi 28 mars 2025. Et vous aurez un épisode juste après pour la 4e étape du Tour de Catalogne 2025. Et je ne suis pas tout seul pour ce nouvel épisode du coup tordu, monsieur Enzo alias Phoenix dans la place. Comment va mon Phoenix? Il s'en est passé des choses aujourd'hui, hein. Ouais, pas mal de trucs. Ouais. Oh, quelle journée. Moi ça va. J'étais bien sur ma chaise, je suis pas tombé. Oui, parfait, parce que du côté de Bruges-la-Panne, bon, je le dis avec le sourire, mais il y a rien de rigolo. Moi, voilà, des chutes dans tous les sens dans les 5 derniers kilomètres, on n'a jamais vu ça. Et ce qui est dingue, c'est que Chanel, quand il criait sur Eurosport, parce que Steve, il voit le truc, hein, quand même, hein, c'est un mec qui sent la course mieux que personne. Quand il s'est mis à hurler, il sentait que ça allait être un carnage. Bon, ça a été un carnage. Voilà, les commissaires qui ont un petit peu de boulot, des cartons jaunes qui tombent dans tous les sens. Non, mais c'est tombé. Enfin, genre c'est fini. Hein. Ils ont fini leur boulot. Ils ont distribué 3 pauvres cartons jaunes et circuler, il y a rien à voir. Alors il y a Milan, mais il est pas disqualifié. Il y a Schwarzman, je crois. Schwarzman et Christophe. Enfin, je disais, je croyais que c'était Bikram, mais apparemment c'est Christophe avec Milan. Honnêtement, je pense juste qu'ils ont regardé la vidéo qui a été le plus repartagée sur les réseaux sociaux et qu'ils sont pas allés chercher plus loin. Parce qu'avec 4 chutes dans les 5 derniers kilomètres. Tous les mecs que tu vois se retourner en tête de peloton, les mecs qu'on voit sauter sur les trottoirs pour reprendre des places, je suis désolé, mais 3 cartons jaunes, c'est absolument ridicule. Je refuse de croire qu'il n'y ait que 3 mecs qui méritaient d'être sanctionnés aujourd'hui. Ah oui, 5 chutes dans les 5 derniers kilomètres, moi, je n'ai jamais vu ça. Ouais. On est bien d'accord, Enzo. Bon, très très rapidement, on n'arrête pas de vous parler depuis 6 mois des wildcards pour les grands tours. Alors juste au moment où on allumait le podcast, Enzo, je te demandais si t'avais des nouvelles, t'en avais pas, et d'un seul coup, bam, la nouvelle est tombée. Enzo, les wildcards pour le Giro, le Tour de France et la Vuelta, les wildcards sont décalés au 31 mars. Putain, il déconne. Donc quand même, dans presque une semaine, c'est-à-dire qu'on sera à peine plus d'1 mois du départ du Giro. C'est n'importe quoi. C'est absolument ridicule. T'as des équipes qui doivent se préparer et certainement, il y en aura au moins une qui sera déçue. Enfin, ça c'est sûr et certain. Alors si on est à 22 équipes, oui, il y aura une équipe qui sera déçue. Si on est à 23, tout le monde sera là. Enfin, tout le monde sera là. Oui. Ceux qui espèrent être là. Ce que je veux dire, c'est que il y a de grandes chances qu'une équipe se soit préparée pour rien. Si on est à 22 équipes, oui. On est à 22 équipes. Et puis, surtout, entre-temps, c'est peut-être des invitations sur d'autres courses que tu as refusées ou mis en attente. Aussi. J'ai pas le calendrier en tête. Attends, on peut prendre 2 minutes pour regarder ça. Après, en même temps, il y a le Tour de Hongrie. Le Tour de Hongrie, en général, le Tour de Hongrie, mais imaginons une équipe, parce que les équipes, les pro teams, ont pas forcément toutes un vivier suffisant et les fonds suffisants pour partir à l'étranger pendant 1 semaine et 3 semaines faire des courses. Donc peut-être qu'une équipe a dit non au Tour de Hongrie dans l'espoir de faire le Giro, et enfin bref, c'est la merde. Mais encore une fois, si c'est le Tour de France à la place du Giro, la réponse on l'a depuis très très longtemps. Ou alors encore pire, simplement on a prévu du fond de banc on a prévu des coureurs pour disputer les 2 épreuves, et il y a aussi des coureurs qui devaient disputer le Tour de Hongrie pendant que les autres étaient sur le Giro et qui tout simplement vont rester à la maison. Et donc voilà, donc ouais, c'est vrai que c'est pas dingue, c'est 31 mars. Bon, je sais pas, enfin pour moi c'est comme disait l'autre, la question principale est vite répondue, 23 équipes sur les grands tours cette année, et puis terminé, bonsoir. Enzo, on y va avec le GPE3 ? Vas-y, parce que j'ai pas du tout regardé. D'accord, ok. Non, il y a un bel article. Moi, je peux parler de la Catalogne. Ah bah, on enchaînera sur l'épisode d'après, alors sur la Catalogne. Non, moi j'ai bien analysé le GPE3. Il y a d'ailleurs une magnifique preview sur Vélo Futé. Il y en aura une sur ton site aussi ? Non. Moi, ça va être Catalogne et
probablement Gent-Wevelgem. D'accord. Donc sur le Grand Prix E3, donc vous l'avez tous appris aujourd'hui, comme Tadej Pogačar va faire Paris-Roubaix et qu'il faut faire croquer les copains des UAE, donc Tadej Pogačar ne sera pas sur le Grand Prix E3. Bon, le parcours, c'est quasiment du copier-coller par rapport à d'habitude, avec ces fameuses intentions. Hop, attends, je vais remettre le parcours. Voilà, ces fameuses intentions avec très souvent, voilà, on va dire la côte la plus dure, hein, le Paterberg avec ses pourcentages à 20%. On a le vieux Kwaremont, on a le Tiengenberg, comme voilà, c'est vraiment le dernier petit talus avant l'arrivée finale où on a à peu près une vingtaine de kilomètres pour aller à l'arrivée. Pour moi, ce qui est important sur ce GPE3, c'est la météo, et si j'en crois mes radars, sur la phase retour, les coureurs vont avoir du vent de face, voire trois quarts face, notamment la remontée sur Harelbeke, et c'est un vent qui sera pas sans conséquence. Donc pour moi, ça remet un petit peu stratégiquement, parce qu'on peut se dire, bon Pogačar est pas là, le dernier fantastique est dans la place, c'est Mathieu Van Der Poel. On a Wout van Aert qui revient, qui redescend des montagnes, qui redescend de son stage d'altitude. Mais voilà, cette histoire de vent de face, trois quarts face sur toute la partie finale, la question c'est, Enzo, est-ce que Mathieu Van Der Poel va faire le fou à se barrer à 40-50 bornes de l'arrivée? Est-ce que dans ces conditions-là, il peut réussir à faire un numéro en solo? Est-ce qu'il peut réussir? Oui. L'année dernière, il était parti tout seul comme ça. Alors, je t'avoue que j'ai plus trop en tête, mais je crois qu'il était parti en solo. Oui, c'est ça. Et puis c'est sur Gent-Wevelgem quelques jours après qu'il se fait battre au sprint par Pedersen. En plus, t'as vu la forme qu'il a en ce moment. S'il veut, il le fait. Hein. Parce que en plus, Pogačar est pas là. Attends, je vais regarder vite fait la start list, mais est-ce qu'on a quelqu'un vraiment en mesure de... La personne. Il tape Pedersen, mais bon. Moi, je pense qu'avec cette histoire de vent de face, je sais pas s'il va prendre le risque. Franchement, je sais pas s'il est fort le vent. J'ai pas fait. Tu m'as dit. C'est pas mal quand même. Hein. C'est pas mal. C'est suffisamment. Moi, j'ai du 20-30 km/h. Oui, c'est beaucoup. Voilà. Alors après, côté par moment, face par moment, trois quarts à d'autres endroits, et vraiment la remontée finale, la redescente finale vers Harelbeke, là c'est vraiment pleine poire avant de faire le virage vers le final, où là les coureurs vont reprendre du vent de dos. Mais effectivement, si dans la partie finale il est la redescente vers Harelbeke, il est tout seul avec un groupe de quelques coureurs derrière, ça peut, tout Mathieu Van Der Poel qu'il est, ça peut être un petit peu compliqué. Maintenant, on sait comment ça se passe. On sait comment ça se passe dans ce genre de situation. Quand il y a un mec qui est tout seul devant et qu'on se retrouve derrière avec un groupe de 5, 6, 7, 8 mecs qui sont pas de la même équipe, personne n'a envie de faire l'effort pour l'autre, parce qu'on sait très bien que si on fait l'effort pour l'autre, on va finalement on va perdre. Voilà, on va jouer pour perdre. Donc Enzo, tu soulèves une bonne question. Qui peut battre Mathieu Van Der Poel? J'ai envie de dire une stratégie d'équipe, une stratégie collective. Et moi, je pointe quand même des très très beaux collectifs sur ce Grand Prix E3. Le collectif des UAE. Voilà, on vient avec Morgado, Baroncini, Bjerg, Molano, Vermeersch, Politt et Wellens. Donc, j'ai envie de dire, allez, Morgado, Bjerg, Vermeersch, Politt, Wellens. Si ils réussissent à jouer ensemble, pourquoi pas? En fait, le jeu pour eux, ça sera de rester groupé pas trop loin de Mathieu Van Der Poel. Le problème des UAE, c'est quand le grand patron n'est pas là, très souvent stratégiquement, on fait un peu n'importe quoi. Le collectif des Visma, c'est très très bon. Wout van Aert, Eduardo Affini, Tish Bennett, Hagenes, Jorgensen, Van Barle et Tosh van der Sande. Moi, ça me plaît beaucoup. Et il y a un dernier collectif aussi qui me plaît énormément. C'est le collectif des Ineos Grenadiers. Pipo Ganna, Tobias Foss, Bob Jungels, Connor Swift, Joshua Tarling, Ben Turner et Samuel Watson. Donc, si on arrive à rester à distance parmi ces équipes, et sans oublier bien évidemment la Lidl Trek avec Pedersen, De Klerk, Kirch, Skuns, Stuyven, Tuntenberg et Matthias Vacek. Là pareil, on a 3-4 coureurs avec Pedersen, Stumkunch, Stuyvens, voire Vacek. On a 3-4 coureurs qui peuvent jouer. Donc faudra, pour moi, réussir à limiter la casse dans les bosses face à Van Der Poel et réussir à constituer un gros groupe
pour la partie finale et essayer de revenir dessus. Ça te paraît cohérent ou pas? Si le vent est vraiment fort de face dans le final, faudra être malin. Après, t'as forcément des gars qui vont essayer de suivre. Est-ce que Ghana va pas essayer de suivre Van Der Poel? À mon avis, dans du 20%, ça va être très compliqué. Sur un effort un peu plus long, un peu plus lissé, genre comme dans la Cipressa, on a vu qu'il pouvait totalement le tenir. Sur un effort explosif comme ça va être très compliqué. Après, sur le plat, Ghana est capable de rentrer sur Van Der Poel, mais tu vas y laisser des forces. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il y a des collectifs, sympas. C'est vrai que le Ineos et Lidl, c'est solide quand même. Lidl, c'est très solide. On est d'accord. Et moi, je suis même pas sûr que Mathieu Van Der Poel cherche à faire exploser la course assez tôt. Je pense que pour lui, stratégiquement, le mieux, c'est d'essayer d'amener avec lui un petit groupe de 5-6 coureurs qui peut potentiellement régler au sprint, plutôt que se retrouver avec une meute à ses trousses. Pour éviter que ça s'organise trop derrière. Voilà. Et éviter d'avoir 2 coureurs de la même équipe avec lui. Mais, encore une fois, sur la forme du moment, Van Der Poel me paraît pas prenable. Maintenant, son équipe, Bayer, Meurice, Holman, Price Petersen, Riesbeck et Samuel Gaz, c'est sympa, mais pour moi, ça vaut pas. Ils vont le placer dans les bosses, ils vont travailler, mais pour moi, ça vaut pas le collectif des autres équipes. Donc, avec le final. Sur le papier, je suis d'accord. Après, moi, j'ai fait l'erreur l'année dernière de sous-estimer le collectif Alpecin, et honnêtement, ils ont jamais déçu sur les classiques. En tout cas l'année dernière. Donc je referai pas la même erreur. Ah oui, non, ça après même ça si sur le papier, oui, il y a mieux, mais je pensais l'année dernière que c'était possible de les prendre à défaut, notamment sur le ronde. Les mecs étaient en place, avec en plus un Van Der Poel intouchable. Là, Van Der Poel est peut-être encore en meilleure forme que ce qu'il était l'année dernière à la même époque. Je dis peut-être, mais je suis quasiment sûr qu'il est encore en meilleure forme que l'année dernière à la même époque. Quand tu vois son Milan-San Remo. Je sais pas. Honnêtement, c'est compliqué. Ça dépendra vraiment du vent. S'il y a trop de vent de face, c'est un peu suicidaire de partir tout seul de loin. Après, si vraiment c'est explosé dans tous les sens, c'est que qu'il n'y a pas une vraie chasse derrière. Le truc, c'est que si tu as une équipe qui a encore une ou 2 équipes qui ont encore assez d'équipiers, ça va lui rouler dessus. Si c'est explosé par petites grappes et tout, ça a plutôt intérêt à être tout seul pour éviter d'avoir à combler les trous. Parce qu'on a quand même, après les derniers mois, on a quand même une petite trentaine de bornes, donc faudra faire un sacré trou et mentalement se dire qu'il faudra y aller vent de face. L'interrogation, c'est Wout van Aert. Enzo, faudra quand on aura un peu plus de temps, faudra qu'on se fasse un épisode un petit peu plus long, parce que j'ai peut-être mis le doigt sur un truc en fait, sur la méforme de certains coureurs, et toi tu pourras en parler mieux que moi et mieux que Thibaut, c'est-à-dire les conséquences de la paternité sur le rendement sportif la première année. Moi, j'ai l'impression que quand les mecs deviennent papa, il y a un vrai pic de forme dans les jours, et quelques semaines après, on voit très souvent les mecs gagner les courses. Mais il paraît qu'avoir un enfant, la première année, potentiellement, on perd énormément de sommeil. Et moi, c'est peut-être l'explication d'Alain Philippe. Arnaud Desmar lui en parlait clairement dans son livre, en plus avec sa femme qui avait fait une dépression. Voilà. Et puis après, ça dépend aussi. Toi, tu t'es senti plus fatigué ou pas la première année après la naissance de ton petit? Alors, j'étais pas sportif professionnel, mais encore heureux, parce que je pense que j'aurais pas performé du tout. Hein. Ouais. Mais ça va. Non, tu dors pas. Non, mais maintenant ça va mieux. Ouais. Mais non, mais tu dors pas. Enfin, c'est même pas tant le nombre d'heures de sommeil que la qualité des heures de sommeil que t'as. En fait, c'est après pour les mecs, pour les cyclistes pro, de ce que je comprends, ils sont quand même pas souvent chez eux. Alors j'imagine qu'au début, quand leur femme accouche, ils passent un petit peu de temps avec, mais je pense pas que ils passent toutes les premières semaines avec leur enfant, tu vois. Je sais pas. Après, ça dépend. Ça dépend lesquels. T'as ceux qui partent énormément en stage, mais on sait que quand on fait du sport, on progresse pas quand on court ou quand on s'entraîne. On progresse sur la récupération.
et la récupération, le sommeil, c'est le truc déterminant pour progresser. Mais en tout cas, j'ai fait une liste de coureurs, j'ai vraiment beaucoup d'exemples en tête de coureurs qui ont sous-performé une année après la paternité. Alors après, évidemment, tous les enfants sont différents, hein, bien sûr, mais voilà. Et attention, ce que je disais, c'était pas du tout une critique. Je respecte même les cyclistes pro et les travailleurs en général qui choisissent leur famille avant leur travail. Hein. Évidemment. Et voilà. Ah oui, non. Que ce soit pas mal interprété. Ah non, mais c'est juste un constat. Hein. Nous, on essaye d'analyser ce qui se passe dans la vie d'un coureur et ensuite de le reproduire un petit peu. Enfin voilà, tout ce qui se passe en dehors, c'est ce qui va reproduire la performance qui est en course. Hein. Ça, de toute façon, c'est une évidence. Et puis c'est un sujet qui est véritablement très très intéressant. Donc Enzo. Alors on a un immense favori qui est Mathieu Van Der Poel, toi je sais que t'es pas trop dans les cotes, qui est à 2,25 sur le Boukref. Après on a du Wout van Aert. Ouais, donc Van Aert, toi tu le sens comment? Il revient de stage en altitude, début de saison à part le chrono sur le Tour d'Algarve, c'était pas fantastique. Toi t'as ton ressentiment sur Wout? J'attends de voir parce que ça fait une saison et 25% de la deuxième que Visma, c'est vraiment pas fou. Aujourd'hui, on a revu un petit peu Kuss. Ça faisait depuis la Vuelta 2023 qu'on l'avait pas vu. Encore la paternité, Enzo. Je reviens dessus. Hein. L'année dernière, voilà, ça fait partie de ma liste. L'année dernière, Daron, bam. Moi, je pense surtout que c'est sa saison 2023 de psychopathe qui l'avait tué pour 2024. Tu le rajoutes avec avec un fiston qui braille pendant la nuit et voilà. Ah, parce que là, on a un mec qui a fait quasiment 3 top 10 sur les 3 grands tours, dont une victoire. C'est monstrueux. C'est violent, tu vois. Ouais. Voilà. Donc je pense que ça a autant joué. Mais ouais, je sais pas, Visma, s'il y a un truc entre les maladies, les blessures, les mecs qui arrivent pas à se remettre, les gars qui courent avec une commotion qu'on laisse courir. Donc je sais pas. Normalement, en général, quand ça redescend de sa montagne, c'est plutôt pas mal. C'est toujours mieux, ouais. À voir. Après, son objectif, encore une fois, c'est pas le 3. Son objectif, c'est le Ronde, c'est Roubaix. Donc, tant que je le vois pas chier sur le Ronde et sur Roubaix, je considérerais qu'il a encore une chance d'être à son top niveau sur ces 2 courses. Mais maintenant, il va falloir commencer à montrer des choses. Exactement, Enzo. Alors toi, est-ce que tu as un petit prono pour ce Grand Prix E3 ? Mais écoute, sans avoir absolument pas regardé la météo, le parcours, ni la start list, je vais te dire Mathieu Van Der Poel. D'accord, ok. Donc voilà. On part sur Mathieu Van Der Poel. Zéro risque, j'ai aucune idée de cette course, de ce qui va se passer, de ce à quoi elle va ressembler. Van Der Poel. Bon, parfait, ça sera la victoire de Mathieu Van Der Poel. Moi, je vais jouer quand même sur un surnombre dans le final pour piéger Mathieu Van Der Poel avec des gros collectifs. Donc, il y aura un premier pic sur la victoire de Matteo Jorgensen, qui est aussi un très très bon Flandrien. Si en plus Van Aert est dans le coin, on sait comment ça se passe avec Van Der Poel, ils vont se regarder dans le blanc des yeux. Donc pour la Visma, faudra être en surnombre par rapport à Van Der Poel. Donc victoire de Matteo Jorgensen sur le Boukref, la cote elle est à 12. Donc je pense qu'on aura du podium aux alentours de 3,5. Donc on sera, victoire à 12, on sera sur du 0,04% de bankroll, et le podium on sera, je pense, sur du 0,1% de bankroll, et le deuxième pic avec à peu près la même répartition de mise, on sera sur la victoire de Pipo Ganna à 15 sur le Boukref, parce que voilà, si ça se regarde et s'il prend le virage sur Harelbeke avec la partie Vando, on le reverra pas. Il est aussi capable sur un sprint long de faire la blague. Donc Pipo Ganna, la victoire à 15, et le top 3 que j'imagine aux alentours de 4. Donc voilà, on sera à peu près sur ces mises-là, 0,04 sur de la victoire, et à peu près du 0,1 ou du 0,08. Encore une fois, je réajusterai en fonction des cotes sur le top 3. Encore une fois, toutes ces cotes sont sur le Boukref. Une fois que le podcast est terminé, je vais sur les books FR et j'ajuste un petit peu tout ça. Enzo, quand même dingue, hein, un podcast où je pronostique la victoire de Pipo Ganna que tu ne pronostiques pas. Non, mais en même temps, genre, je m'excuse encore auprès des auditeurs, j'étais pas prêt à ce qu'on parle de l'E3. Du coup, c'était pas compris.
tu veux absolument pas regarder la course. Donc mon avis ne sert absolument à rien. N'écoutez pas, ou alors le favori, quoi, normal. Je veux dire, un favori, ça gagne normalement, non? Souvent, ça gagne souvent, mais pas tout le temps. Et un grand merci à vous toutes et à vous tous d'avoir été fidèles à ce 262e épisode du Coup Tordu. Je vous rappelle que le Coup Tordu, vous nous retrouvez absolument sur toutes les plateformes de podcast, Deezer, Apple Podcast, Spotify et désormais également sur YouTube. Et puis alors surtout, restez connectés parce qu'il y a un 263e épisode qui vous attend dans la foulée avec la preview de la 4e étape du Tour de Catalogne.